papes aussi ont des maîtresses. Tout de suite, voici l'histoire d'Alexandre VI, qui par ses liaisons avec de divines créatures choqua tout Rome et ébranla le monde chrétien. Saint-Pierre de Rome est l'un des grands lieux saints de l'Église catholique. Seul le pape et quelques cardinaux ont le droit de célébrer la messe pour les fidèles au cœur de la basilique. Cette statue se trouve près de l'autel central, dans une chapelle interdite aux visiteurs. Les secrets du Vatican se drapent de silence. Cette femme, dont le visage est gravé dans la pierre pour l'éternité, a partagé le lit d'un pape. J'avais 15 ans quand on m'a permis d'aller à Rome pour la première fois. Je n'avais encore jamais quitté le château de ma famille à Capodimonte. Pour seule compagnie, j'avais de sots moutons et des chevaliers encore plus sots. Mon éducation tenait en une phrase. Cela ne convient pas à une Farnèse. La toute jeune Julie Farnèse fait son entrée dans la société romaine présentée par son frère Alexandre. Pour une oie blanche de la campagne, l'expérience est choquante. Mes premiers pas dans le grand monde m'ont justement conduite à un festin chez un noble dont la célèbre débauche faisait tant jaser. Julie, arrête tout de suite de regarder par là. C'est Vanozza, la maîtresse du cardinal, avec les 2 enfants qu'elle a eus de lui. Le cardinal ne semble guère s'en cacher. Tout le monde le sait. Personne ne le montre. Rodrigo Borgia était un riche propriétaire terrien de Catalogne et un cardinal de la Sainte Église catholique à Rome. Bienvenue. Mais c'est un péché. Oui, où serait sinon le plaisir? Le château isolé de Capodimonte, au nord de Rome, est la résidence de la famille de Julie et d'Alexandre. Les Farnèses appartiennent à la vieille aristocratie terrienne et respectent encore les mœurs rustiques du Moyen-Âge. Ces provinciaux sont attirés par Rome, le centre du pouvoir. Pour sa famille, la belle Julie est purement et simplement une monnaie d'échange que l'on peut utiliser contre un autre bien précieux. L'histoire de la jeune fille, qui est intimement liée à l'ascension des Farnèses, est figée dans cette mystérieuse statue. Une histoire qui aurait dû être oubliée à tout jamais. Elle commence lors d'une fête dépravée chez le cardinal Rodrigo Borgia.
Ce que Julie ne sait pas, c'est qu'au milieu de toute cette luxure, son propre mariage a été arrangé. La réputation de Rodrigo Borgia était même parvenue jusqu'au château de Capodimonte. On le disait l'homme le plus riche de Rome, plus puissant encore que le pape. Qui est cet horrible borgne là-bas? Lui? Comment ose-t-il se montrer si familier? Sérieusement, voulez-vous dire que vous ne connaissez pas votre futur époux, belle Julie? Mais aurais-je trahi un secret de famille? Ne le prenez pas aussi mal. Le mariage ne sert en rien à l'amour. Qu'est-ce qui sert l'amour alors? Santé. Santé. Il existait une dénomination célèbre, Roma Caput Mundi, qui veut dire Rome, capitale du monde. Mais vers 1500, on lui préfère une expression plus caustique, Roma Caude Mundi, qui signifie Rome, la queue du monde. De nombreuses sources rapportent qu'au XVe siècle, le concubinage chez les hommes d'église était très courant. Ils n'étaient pas mariés, mais ils vivaient presque maritalement. Selon d'autres sources, même dans les bâtiments du Vatican, des ecclésiastiques habitaient avec leurs concubines, ce qui a tout naturellement suscité de très vives critiques. Les détenteurs du pouvoir au Vatican décident alors de transférer leur résidence au château Saint-Ange. Protégés par les hauts murs de cette forteresse, les papes et les cardinaux mènent en secret une vie très séculière, malgré leurs hautes fonctions ecclésiastiques. La tiare, ou la couronne pontificale, et des tableaux provocants ornent côte à côte les luxueux appartements du pape. Aujourd'hui encore, ces représentations d'orgies et de belles femmes nues nous renvoient à la vie de débauche des papes. Leurs vœux de chasteté stricte ne les empêchaient pas d'avoir des aventures érotiques. Ainsi étaient-ils en phase avec l'esprit de leur temps, l'une des époques les plus ambiguës de l'histoire de l'humanité, la Renaissance. Vers la fin du XVe siècle, on passe de la société du Moyen-Âge à celle de la Renaissance, qui est plus ouverte sur le monde. Et d'un seul coup, le champ des possibles s'élargit et rend accessible ce dont on n'aurait même pas osé rêver auparavant. Être très croyant sans pour autant observer dans sa vie quotidienne ce que la foi ordonnait en apparence ou en réalité. À la Renaissance, les passions effrénées se heurtent à un style de vie hautement raffiné. Les arts atteignent leur apogée. À travers la redécouverte de l'Antiquité, on goûte pleinement au plaisir. Et dans le même temps, les familles de la noblesse s'entretuent dans l'ivresse du désir de devenir les nouveaux Césars. C'est une époque écartelée entre l'amour et la violence, la lumière et l'ombre.